Salut Romain. Bonjour Thierry. Alors ici on est sur ton site de méthanisation en injection, c'est ça? C'est ça. Alors tu peux nous expliquer un petit peu voilà, qu'est-ce qu'il comprend au niveau volume, au niveau puissance, quelle surface tu utilises? C'est ça, donc en fait le site aujourd'hui c'est un site qui injecte du biométhane sur le réseau d'Épernay, de l'agglomération d'Épernay. Donc environ 200 m3, 210 m3. Qui est situé à peu Alors près? Épernay c'est environ 18 km par là-bas. Voilà. Donc en fait c'est un site aujourd'hui qui occupe 3 hectares d'emprise au sol. Avec un digesteur, un post-digesteur et deux cubes de stockage. Voilà. C'est un site qui utilise des matières agricoles. Donc aujourd'hui on n'utilise pas de biodéchets. Donc on utilise des cives, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, des résidus de culture, de la canne de maïs, de la menu paille, un peu de paille. On utilise du fumier bovin, du fumier équin. T'as pas d'élevage toi à l'origine? J'ai pas d'élevage, mais en fait, une grosse partie de ma paille part chez un éleveur qui me restitue le fumier en échange. Tu fais un échange paille-fumier. Exactement. Qu'est-ce que je mets d'autre? De la pulpe de betterave, parce qu'on a à moins de 30 km d'une grosse sucrerie. Vraiment que des matières entre guillemets noble, voilà, je mets pas. Et normalement, tu as la possibilité d'utiliser jusqu'à 15% de culture type maïs par exemple. C'est ça, exactement. Mais qu'a priori, tu n'utilises pas pour le moment. En fait, c'est vraiment la soupape de sécurité en cas de gros accident climatique, mais qu'on peut éviter d'en mettre, c'est quand même mieux. Voilà. Ok, on peut faire un petit tour? Exactement. Donc ici, vous avez les 3 silos. Alors ça c'est comment pour un méthaniseur grosso modo t'es devenu éleveur producteur de gaz mais c'est aussi de l'élevage quoi. C'est de l'élevage, c'est-à-dire que c'est de la surveillance journalière. C'est une ration qui doit être la plus homogène et la plus identique chaque jour. On peut pas bousculer une ration d'une journée à l'autre, c'est impossible. Donc là par exemple, tu as quoi? Tu as des menus paille, c'est ça? Non, ça c'est du seigle que j'ai pas encore couvert parce qu'on va l'utiliser tout de suite. D'accord. Là c'est du fumier broyé avec de la canne de maïs broyée. D'accord. Voilà. Donc ton seigle tu cultives à l'automne, enfin tu plantes à l'automne. Après un blé, je sème un seigle avec ou du triticale, c'est en fonction des terroirs, que je vais ensiler début mai. Et derrière, je ressème ma culture de vente, qui est soit le maïs. Alors là, cette année, je fais du sorgho grain. D'accord. Voilà. Et je prévois également de faire du tournesol et du soja. On va diversifier à fond. Donc le modèle aujourd'hui, c'est ça, quoi. Donc grosso modo par rapport à ce que tu cultivais avant, tu as augmenté la panoplie de production, ça t'a fait changer ton mode de production? C'est ça, aujourd'hui en fait c'était un peu la volonté du projet, c'était de sortir d'une agriculture traditionnelle du secteur, c'est-à-dire on faisait un blé colza orge avec un petit peu de betterave, un petit peu de maïs. Mais on avait beaucoup de retours du colza, notamment dans ce secteur-ci sur les parcelles. Donc ici, moi toute ma ferme est drainée. On avait des problématiques de bouchage de rein. Aujourd'hui, on a aussi également des problématiques de résistance de reuilles-gras, dû à cette rotation qui était trop courte. Trop courte. Donc la volonté au départ du projet, c'était de dire multiplier les cultures, multiplier la couverture du sol, parce qu'aujourd'hui, moi, quasiment toute ma ferme est couverte tout le temps. Donc moi je trouve ça simplement top. Tu es passé à la permaculture en surface, c'est ça. Ou tout au moins la couverture tout le temps. Quoi, voilà, c'est ça. Et en fait ça nous permet vraiment d'avoir une approche agronomique. En fait on voit que les sols ils interagissent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus... En fait moi j'avais des sols battants. Aujourd'hui, ça ne bat plus. Ouais, puis après, tu as des couvertures plus courantes, tu as plus peut-être de matière organique réinjectée aussi. C'est ça, on répand le digesta sur les terres pour fertiliser les cultures. On a vraiment un circuit, on fait une boucle, quoi. C'est-à-dire que la méthanisation, je ressors mon digesta qui va venir fertiliser mes cives notamment, quoi. Ici, on est dans quel secteur, tu nous disais? Secteur un peu d'élevage quand même à l'origine? Historiquement, c'est la Brie, la grosse région agricole, c'est la Brie. Et la petite région, c'est la Brie des Étangs, la Brie champenoise. Et en fait, historiquement, c'était des fermes d'élevage
ou à l'époque de mon grand-père, dans les années 60, les pâtures ont été retournées et on a implanté des drainages pour pouvoir cultiver les terres. Mais en fait, à la base, c'est une région d'élevage, donc c'est une région à fourrage. Et c'est une région qui se prête bien à la méthanisation. Tu es en train de faire une révolution, quoi. Tu reviens au départ. Bon, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Ok, et ça permet aussi, toi par rapport aux résistances, même utilisation j'imagine, à la limite en herbicide, alterner hiver, printemps, automne, ça permet de réguler aussi facilement ton... C'est un des points qui n'est pas encore trop souligné avec la méthanisation. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le dire haut et fort, c'est que ça permet de mettre moins de produits phytosanitaires dans nos champs. Ça permet de mettre moins de produits phyto. Et ça, c'est vraiment... parce qu'en fait, quand on ensile une cive, les raigrats résistants, on les exporte. Ouais. On les exporte. Ouais, et puis dans un seigle, tu n'as pas de traitement, tu n'as pas d'herbicide, ça pousse tellement vite que voilà, ça couvre le sol, ça étouffe le raigras. Et ça, en fait, le stock semencier de raigrats résistants, il diminue d'année en année. Parce que moi, je suis parti il y a 4 ans d'une ferme qui était quand même relativement sale. Et c'est vrai qu'on en voit ici... c'est pas parfait, mais c'est quand même, par rapport aux voisins, c'est quand même nettement mieux, quoi. Voilà. Et je pense que dans 2 ans, on sera super, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment un point, je trouve que c'est pas encore trop souligné, mais vraiment c'est top par rapport à ça. C'est un point important, même pour la diversité, même pour la biodiversité globalement. Mais c'est tout, quoi. Et je pense que le passage d'après, bon, j'y réfléchis, mais comme je disais tout à l'heure, je peux pas tout faire parce que ça me prend encore énormément de temps. C'est peut-être de passer à l'agriculture biologique. Mais je pense. Et du gaz bio, ça se vend mieux? Non, ça se vend pas mieux. Mais je pense que pour passer à l'agriculture biologique, je pense que tu me diras pas le contraire. Il faut déjà avoir une base de champ. Il faut déjà être propre, hein, ça peut être bien. Ça peut être sympa pour démarrer. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire ça tout de suite, quoi. Alors après, tu as quoi ici Mais là, c'est l'ensilage de cette année. D'accord. L'ensilage de seigle et triticale qu'on a rentré il y a une quinzaine de jours. Donc on a ensilé 250 hectares de culture intermédiaire. Et alors tout ce qui est travaux des champs, c'est toi qui gères? La récolte, tout ça? Ouais, tu délègues? Non. Alors je délègue la récolte d'ensilage, mais tous les travaux des champs, c'est moi et mon salarié qui font le travail, quoi. Ça t'occupe un peu plus que ce que tu faisais avant, non? Bah, disons que oui, parce que quand vous avez une surface, là, les cultures, je fais 60% de surface en plus du coup. Donc ouais, c'est un petit peu de boulot, quoi. Du coup, sur un atelier d'ensilage comme ça, il y a combien de personnes, combien de tracteurs, parce que ça doit grouiller quand même. Ouais. Disons qu'en moyenne, en fait, c'est même pire que ça parce que, en fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un chantier de récolte. J'ai un chantier d'épandage où on épand le digestat et un chantier de semis. Donc, on a 3 chantiers en même temps à organiser. Et c'est vraiment, alors moi je suis là, en fait je fais le tampon parce qu'il y a toujours un tracteur ou un chauffeur qui ça va pas, c'est moi qui fais le tampon et on est entre 20 et 30 pendant 10 jours. Donc c'est une certaine organisation, quoi. T'occupes aussi tes voisins alors? C'est ça, en fait moi la particularité du site, c'est que j'avais des voisins qui étaient attirés par la méthanisation mais qui n'avaient pas forcément vocation à investir, mais ils étaient plutôt chauds pour produire des cives. D'accord. Donc je les fais participer, ils produisent de la cive et on s'entraide pour tout ce qui est transport. C'est tout. En fait, le principe, c'est que tout le monde s'entraide. Voilà. Donc, et ça se passe comment? Il y a une structure, il y a une structuration? Non, c'est moi qui dis, bon, c'est encore un petit peu à l'ancienne, c'est moi qui dis j'ai besoin de telle personne, donc je nomme des personnes. Et en fait, c'est moi qui organise et pour l'instant, ça se passe super bien parce qu'on est dans un état d'esprit qui est l'entraide est importante, quoi. Et il n'y a personne qui a voulu dire tiens, on va se mettre ensemble, ça a été proposé au départ? Disons que non, aujourd'hui la plupart des agriculteurs, ils ont une cinquantaine d'années, 55 ans. Ils sont un peu dans les agriculteurs qui sont sur le plateau ici, hein, il y a 3 agriculteurs. Ils ne savent pas encore trop si leurs enfants vont revenir, ils étaient un petit peu dans l'expectative et ils ne se voyaient pas forcément investir là-dedans. C'est pas le truc. Voilà. Et si demain les enfants reviennent et changent leur modèle, ton truc il explose? Alors on a des contrats, après on est diversifié. Aujourd'hui on a en fait ça c'est quelque chose que j'ai quand même pensé en amont. J'imagine, et en fait j'ai des contrats
J'ai des contrats avec une quinzaine d'agriculteurs. Ouais. Donc, en fait, on scinde le risque. On scinde le risque. Donc, s'il y a un ou deux agriculteurs qui veulent venir me voir, Romain me dit je veux plus produire de cives. Bon, encore les 13 autres qui... Puis pour eux, c'est aussi quand même, j'allais dire, une façon de diversifier leur exploitation aussi, et puis un produit supplémentaire pour l'exploitation, quoi. C'est ça, c'est que moi j'ai fait le choix de les payer, bien. Je pense qu'il faut que tout le monde gagne sa vie, et je leur assure, j'ai un principe où je leur assure un chiffre d'affaires minimum, et ils sont très contents pour le moment. Aujourd'hui, j'ai une flambée des cours des céréales, et en fait, il y en a pas un qui est venu me voir pour remettre en cause les contrats, quoi. Ok. Alors comment ça marche un méthaniseur? Tu l'alimentes Comment ça marche? On alimente tous les jours. En fait, on vient prendre dans le gisement, dans les 3 cases, et on apporte la matière dans ce qu'on appelle un incorporateur. Donc tu fais une ration, quoi. Une ration. Donc il y a tel tonnage de seigle, tel tonnage de fumier, tel tonnage de X intrants. Et on note tous les jours ce qu'on met dedans. Et en fait, l'incorporateur, toutes les heures, par un système de vis sans fin, il va apporter la matière dans le digesteur. Là, on voit ça tourne, là, c'est voilà. ça? Là, c'est en train de tourner. Donc ça on voit à l'intérieur donc du méthaniseur, Ouais. c'est ça? Et pourquoi il y en a plusieurs alors? Alors, le principe de la méthanisation, c'est qu'il y a un digesteur qui, lui, va, en fait, la fermentation, on va récupérer 80% du gaz de la matière. C'est pour ça que ça gonfle un peu la... Alors, ça gonfle, en fait, il y a 2 bâches. Il y a une bâche qui va enfermer le gaz, et il y a une autre bâche qui est ce qu'on appelle la biolène, qui va permettre, en fait, quand on a des intempéries, en fait c'est toujours gonflé. C'est comme un ballon, c'est toujours gonflé. Et en fait, quand il y a du vent, ça ne bouge jamais en fait. Ouais, c'est pour éviter que ça protège, flotte. Ça protège la première bâche. Voilà. D'accord. Et après, ça va dans un deuxième où voilà, tu récupères une autre partie on a un système de pompe, on récupère 10-12% du gaz, ce qu'on appelle le post-digesteur. Donc là, on a récupéré 97-98% du gaz sur les 2 premières cuves. Et ensuite, on a la 3e cuve, où là, c'est une cuve de stockage, mais où j'ai souhaité mettre un système de récupération du gaz, un gazomètre, où là, on récupère vraiment les derniers là, il reste plus grand chose, de gaz. Voilà. Et là-dessus, justement, sur le digesta, on peut en parler là, ou peut-être qu'il y a un autre endroit à en parler, mais tu nous as dit tout à l'heure, tu as créé. Comment s'organise justement l'épandage du digesta chez toi? Bah, en fait, on épand déjà les dates d'épandage, on en épand à partir de février sur les céréales. On en épand en avril. Donc avec un chenillard. En fait, il y a 2 types chez moi. Bon, bah, déjà, j'ai donné les dates un peu d'épandage. Et pourquoi? J'en épand avant mes betteraves au mois de mars. J'en épand avant mes maïs au mois de mai, entre les 2 cultures. Et j'en répands un petit peu avant mes céréales au mois d'août et septembre. Bon, là, c'est un petit peu les plages d'utilisation du digesta. Et si j'en épand un peu sur pâture également tout le long de l'année. Peut-être expliquer aux auditeurs ce qu'est le digesta? Alors le digesta, c'est en fait à la fin du procédé de méthanisation, quand la matière ne produit plus de gaz, en fait il ressort un produit liquide qui s'appelle le digesta et qui est un super fertilisant pour les cultures, quoi. À la fin du cycle des 120 jours, que je disais tout à l'heure, on a ce digesta-là. Voilà. Et tu l'utilises uniquement en mode liquide? Et solide également. Donc en fait, le liquide qui est pendu vraiment sur les terres à proximité. Mais moi j'ai une exploitation à 9 km où je mets du solide, où c'est beaucoup plus pratique d'avoir du digesta solide. Et tu le vends, le digesta? Non, je le restitue gratuitement à mes apporteurs de matière. Voilà. Donc en fait j'ai 2 modes pour finir, 2 modes pour apporter le digesta. Moi j'apporte 85% de mon digesta donc, sur Mareuil et les villages qui sont proches via mon réseau d'irrigation. En fait, où j'ai créé un réseau qui évite d'avoir des tracteurs, des citernes, voilà. Où en fait on met une pompe à la sortie de la cuve et la pompe va pousser le digesta liquide dans le réseau et à la fin,
vous avez un prestataire d'épandage qui va venir se raccorder à la bouche avec un tuyau souple, et qui va venir épandre dans le champ. T'as pas trouvé l'enrouleur qui faisait ça? Il n'y a pas d'enrouleur en fait. Il n'y a pas d'enrouleur. Et en fait c'est super parce que ça ne marque pas les sols. On apporte du digesta sur des plages de travail beaucoup plus importantes. Tu branches sur un... comment? Un rouleau? Non. Il vient se brancher sur ma sortie d'irrigation. Ouais. Et lui en fait il déplie son... Oui, au départ il y a un rouleau. C'est un enrouleur sur le tracteur mais avec... En fait, oui voilà, si, il y a quand même un enrouleur, mais dans le champ il ne se sert pas de l'enrouleur. Ouais. C'est un cordon ombilical dans le champ. Ah oui, c'est un tuyau qui traîne. C'est un tuyau qui traîne. C'est un épandage sans cuve, comme on Un dit. épandage chantonne, ouais. T'as juste, Beaucoup juste plus la rampe. léger, ouais. Et alors c'est un épandage à la palette ou... Non, c'est au pendillard. Au pendillard. Ouais, à palette, je crois que c'est pas C'est interdit. peut-être plus ouais, Je crois que c'est pas mieux. C'est pas le top, je crois. Non. Ouais. Ça sent Non, fort et puis ça dégage Ouais. beaucoup d'azote. Bon, le digesta sent pas grand chose quand même, mais nous on préfère le faire en pendillard, quoi. Et en fait aujourd'hui, moi sur mes blés, j'ai mis 50 unités d'ameau soufré au 15 février. Et le reste, j'ai apporté que du digesta. Et les blés sont très beaux, quoi. En fait, on n'achète quasiment plus de solutions azotées, quoi. T'as quand même vachement plus d'indépendance. Les économies d'engrais, elles sont quand même assez importantes, quoi. C'est les avantages de l'élevage sans animaux, quoi. C'est un peu ça. Des grosses penses. Les grosses penses. C'est ça. Alors c'est quoi ça? C'est le digesta solide. En fait, la troisième cuve qui est tout au fond, Oui. vous avez un tuyau enterré qui va venir au niveau de l'appareil qu'on voit en haut, qui va séparer la phase solide. Qu'on appelle phase, c'est entre le liquide et le solide. Hein. C'est ça exactement. Donc le solide va tomber dans le bâtiment. Moi j'avais choisi de le couvrir pour pas qu'il prenne l'eau toute l'année, pour garder vraiment sa valeur nutritive fertilisante. et puis pas se disperser si possible Exactement, quelque part. exactement. Et ensuite, quand on a séparé la phase solide, le liquide il repart dans la cuve qui n'est pas bardée, la cuve qu'on voit ici. Qui elle est une réserve réserve de liquide, mais qui va post-séparé. humidifier le reste, non? Non pas du tout, non, on le l'épand dans les champs. D'accord. Mais ici on a plus du phosphore et de la potasse, et dans la partie liquide on a quand même plus d'azote. D'accord. Donc en fait moi je me sers plus pour un engrais de fond, c'est cette partie. Pas la même période de Voilà, ça n'a rien à voir en termes distribution, quoi. d'utilisation. D'accord. Et il te reste du carbone là-dedans, puisque il il est en me reste phase du carbone. DF. Ouais. Mais ça c'est les détracteurs qui c'est dommage, mais bon il y a encore du carbone. Évidemment il y en a moins qu'à l'entrée, mais il y a encore beaucoup de carbone dans le digesta, c'est sûr. Et au niveau fourniture, alors ton rayon d'action c'est quoi? 90% sur un rayon de 5-6 km. Donc ça fait peu de transport en distance, quoi, on va dire, sur les volumes. Quoi. Très peu. Très peu. Et en parlant de ça, au niveau acceptabilité, comment ça s'est passé pour... Il a fallu se battre, hein. Il a fallu faire preuve de persévérance. Plusieurs permis de construire, plusieurs lieux. Là c'est le troisième permis de construire, le troisième lieu. Le premier lieu il était trop près des vignes champenoises. D'accord. Donc en fait les viticulteurs qui se sont plaints, et vous avez l'association Coteaux et Maisons de Champagne qui a promu la Champagne à l'UNESCO qui s'y est opposée. Donc le projet a été rebooté par le préfet. Le deuxième projet où j'avais au départ l'acceptabilité du maire de la commune, mais quand le projet est passé en conseil municipal, le conseil municipal s'y est opposé, donc le maire a changé d'avis. Qui était quand même à 1,2 km des premières habitations, donc c'était quand même relativement loin. Et c'est pour ça qu'on a choisi le troisième emplacement qui est ici, donc là qui est passé, qui a été accepté. Où là la première habitation elle est à 2200 mètres. D'accord. Mais toi ça t'a causé aussi peut-être un allongement des circuits Non, pas spécialement. Ça n'a pas changé grand chose par rapport au rayon d'approvisionnement. Mais ça a surtout changé dans le délai de mise en route du méthaniseur, quoi. Donc entre le début de l'étude et la mise en fonctionnement quasiment 10 ans. Quasiment 10 ans. 10 ans de recours au tribunal, des pancartes en veux-tu en voilà dans le village. Et tu as refait depuis visiter l'installation? Non, en fait j'ai de la demande, j'ai beaucoup d'habitants qui me demandent, mais je veux que l'installation soit finie.
Je veux D'accord. qu'on sème de la pelouse, je veux qu'on fasse quelque chose de propre. D'accord. Je veux pas les recevoir Sur dans des un conditions- truc qui est encore en cours de mise en place, quoi. C'est ça, exactement. Là, il y a encore une tranchée qui n'est Mmh. pas rebouchée. Je veux vraiment que ça soit fini et après on prendra le temps d'expliquer, on prendra le temps Ouais, de puis communiquer. après avec la période Covid en même temps, pour Aussi. recevoir du monde, C'est ça, c'était c'est pas ça. très évident, quoi. On peut aller voir la salle des machines Ouais. et puis là où ça injecte, Je suis pas voir sûr s'il y a que ça du injecte. gaz. Moi je voudrais bien savoir si ça gaze. Parce que nous, on a une plancha à midi à alimenter. Ah oui, Donc ok. du coup, si on pouvait Sur place. repartir avec une bonbonne. Dans les 3 cubes que vous voyez là-bas, il y a un tuyau qui passe sous le bitume. Et ça arrive, c'est le gros tuyau noir qu'on voit. Donc en fait le biogaz il est déjà traité en fait via les 2 pots verts qu'on voit. C'est ce qu'on appelle des filtres à charbon. Donc ça va enlever le soufre du biogaz parce que le biogaz il comporte du soufre que GRDF n'accepte pas. Donc il faut déjà capter le soufre dans le biogaz. Ensuite, le biogaz il arrive à 43 degrés, 44 degrés à la température des cuves. Donc en fait pour qu'il soit traité correctement, il est refroidi à 5 degrés. Donc c'est grâce à un gros 5 degrés. Ah ouais. 5 degrés. Ouais. Donc c'est le gros froid qu'on voit là, le gros froid qui est blanc. Ensuite, après ce passage au gros froid, la pièce maîtresse de l'installation, c'est le compresseur qui lui va aspirer le biogaz, il va le pousser dans les membranes à l'intérieur. Le CO2 qu'on rejette, il va être recapté par les plantes. Donc en fait, ça fait un... Oui, ça oui fait c'est un- jamais que du CO2 qui vient des plantes qui est renvoyé dans l'atmosphère. C'est pas non plus un truc qu'on a pompé dans le sol et qu'on Voilà, dégage. c'est ça. On est d'accord. Hein. On est C'est d'accord, un cercle. c'est zéro, C'est un circuit qui est c'est fermé. fermé, ouais. Voilà. L'idée, alors il y a quelques méthaniseurs qui commencent à faire ça, ça serait par un process de liquéfier le CO2, Mmh. de le mettre en bouteille et de le revendre à des... Alors il y faire a de la plusieurs limonade. débouchés. De la limonade, il y a Pepsi, Coca-Cola, il y a... Même quand ça vient du biogaz, ouais, Ouais. ça va, il n'y a pas d'odeur. hein. Non, Bon, il n'y a ça pas va. d'odeur. Il y a les séristes également, quand tu mets Oui. du CO2 dans les serres les serres. pour accélérer la croissance des plantes. Et là, je trouve que ça aurait du sens, vraiment, on serait en une pompe à CO2, quoi. Et là, l'intérêt du système d'injection gaz, c'est que tu utilises, le gaz est utilisé à 100% au niveau énergie en C'est ça. transport. Comparé avec la cogénération, on va produire de la chaleur et de l'électricité. Alors c'est pas pour ça que là c'est une ligne qui est, Ouais, qui est complètement en dehors du fonctionnement, c'est pas à toi, ouais. mais va permettre justement donc d'avoir un rapport, utilisation vraiment très élevé. Comparé à la cogénération où forcément il y a de la perte par la Il y a de la chaleur. perte. En parlant de méthanisation, tu nous as dit tout à l'heure dans la visite qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que toi ça t'a fait diversifier beaucoup tes productions au niveau de l'exploitation, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une rotation sur mon exploitation qui était faite de 3 voire 4 cultures, avec un Donc, retour notamment du colza sur les Colza, parcelles. blé, orge, Colza, blé, orge, ce qui se fait traditionnellement dans le dans secteur. la région. Et en fait, historiquement, cette rotation qui marchait très bien il y a une dizaine d'années, voire 20 ans, pose beaucoup de problèmes aujourd'hui, notamment sur le désherbage. Résistance, Résistance raigrats, vulpin. vulpin. Et en fait, la méthanisation, le fait de cultiver ces fameuses cives, on va pouvoir, grâce au sel, étouffer les raigrats. Ouais, parce que tu sèmes donc Je sème juste après la récolte de céréales, Voilà. souvent un seigle, c'est ça? souvent un sel. Ici, c'est principalement du sel. D'accord, qui va couvrir le sol pendant tout l'hiver. Très rapidement, il va couvrir le sol durant l'hiver. On va le récolter au printemps. Et les raigrats qui auront réussi à passer à travers le sel, on va les prendre couper, les prendre avec, et on va exporter notre stock semencier de raigrats. Et ça, c'est vachement important parce qu'on s'aperçoit en 2-3 ans que nos terres elles sont beaucoup plus propres que celles des voisins, parce qu'on a un désherbage qui se fait beaucoup plus facilement, quoi. On a beaucoup moins de raigrats dans nos parcelles, donc on utilise moins de produits phytosanitaires. Donc combien de cultures maintenant sur exploitation? Moi, j'ai entre 6 et 8 en fonction des années. D'accord, avec Plus. beaucoup de cultures de printemps, ce que tu avais Beaucoup de cultures de printemps, quasiment ce que pas j'avais pas précédemment. avant. Voilà, Donc qui ont c'est ça. causé les problèmes de résistance, alors que maintenant tu vas développer des cultures et aussi avec des valorisations différentes aussi peut-être. Voilà, c'est ça. Et surtout, pourquoi on utilise moins de produits phytosanitaires? C'est-à-dire que
Quand avant je faisais un tiers de ma sol en colza, le colza je passe 10 fois dans les parcelles parce qu'il faut faire plusieurs insecticides, des fongicides, des désherbages. Aujourd'hui la cive je passe pas ou je passe une fois éventuellement. Ouais. Et le maïs ou le tournesol, je le désherbe et c'est tout. D'accord. Donc en fait, par rapport à avant, on a quand même diminué drastiquement l'utilisation de produits phytosanitaires, quoi. Mais aussi en intrant, étant donné que tu utilises l'azote qui vient. Voilà, la donc partie engrais, on a diminué de 60 à 70%. 70%. Donc Voilà. ouais, c'est En une fait, grosse évolution. Voilà. C'est ramener une ferme d'élevage, parce que c'est une forme d'élevage de production, Exactement. Ça, dans des secteurs céréaliers, enfin qui sont devenus céréaliers, et donc redonner une vie différente sans avoir entre guillemets les problématiques de l'élevage ou la contrainte de l'élevage par rapport à ton activité. C'est exactement ça, quoi. Voilà. Et en plus de fournir un gaz vert plutôt que de le faire venir d'ailleurs, quoi. Voilà, on est moins dépendant de Vladimir Poutine. L'extérieur. Voilà. Et toi, tu es moins dépendant aussi de l'énergie pétrole, C'est ça, moi fossile. j'achète, moi la facture de solutions azotées, elle a diminué de 60%, 70%. Local. Local. Vraiment, c'est l'essence du projet. C'est un approvisionnement local, voire ultra local. Un épandage pareil, local ou ultra local. Et c'est moins on est sur la route et mieux on se porte. Un projet C'est- réfléchi et vraiment avec ça. des collègues aussi, avec des fournisseurs. Voilà, moi j'ai une ferme intégrée à dans 8 son pays, km et je compte pas y aller. Je vais jamais aller chercher de la matière là-bas, c'est trop loin. Voilà. Donc c'est vraiment, on reste sur une base. Voilà. Eh ben merci. Merci Thierry.